Comment savoir la vérité? Puis-je être même certain des informations qu'on me donne? Il y a 2 jours, j'ai vu à la télé des informations sur la désinformation. Depuis, je ne suis pas sûr du tout des informations que je reçois. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait peut-être pas que les erreurs pour faire le défaut dans l'information, pour me faire douter. Il semble qu'il y aurait peut-être aussi des mensonges. Je ne sais pas pourquoi on mentirait. Seulement, c'est peut-être un moyen de suturer les erreurs, de les corriger, de s'en garantir. Alors, et quoi qu'il en soit, je peux peut-être annuler, exploiter les effets pervers du mensonge. De telle sorte que je pourrais être certain de la vérité. C'est quelque chose qui est proposé à Oedipe comme énigme. Aux portes de Thèbes, par le Sphinx. C'est donc possible. Il faudrait pour cela constituer un régime, un état, selon lequel des moques, le mensonge, ratent. Mais pour que des moques ratent, il faut bien qu'il y en ait des moques. C'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à un moment à un mensonge d'État. Pour être certain de la vérité. Par exemple, un ministre de l'Intérieur pourrait très bien dire « La démocratie s'arrête là où commencent les intérêts de l'État ». On peut dire « Ouf, ça en jette ». Être rassuré, d'être sous la coupe de ce certain culot, ou bien aussi, on peut donc saisir là quelques instances du mensonge pour en tirer la garantie de vérité. C'est une chose universelle, ce dont il est question là. C'est-à-dire que le mensonge
comme cela, à exploiter, apparaît comme un des avantages du signifiant. Ça colle à la structure du signifiant, le mensonge. Pour qu'on s'en serve. Cette passe par le mensonge du signifiant s'appelle l'aliénation. C'est un fait dès qu'on parle. Dès qu'on part à la recherche de la vérité, n'est-ce pas? Ainsi donc, ce que je dis ici part de cette question. Comment être libre, penseur, quand l'aliénation fait régime? Qu'on ne nous fasse pas le coup de la preuve par la preuve. Parce que ça offre une telle faveur au mensonge. On en voit un exemple quand par après quelque chose que l'on veut effacer, faire mécroire, par exemple, on réécrit la vérité, on agence, on arrange les preuves. Ça aurait très bien pu se voir avec Ramsès II. Si on prétend trouver de son règne telle ou telle preuve, tel ou tel écrit qui nous en apprendrait sur son passé, ça ne garantit rien de la vérité, puisque Ramsès II, lorsqu'il parle du passé, c'est-à-dire l'affaire d'Akhenaton, qu'il aurait avantage à troubler, à cacher, eh bien, précisément, il écrit après l'affaire. Alors, cette preuve, sa place dans le temps, la situe pour qu'elle ne prouve rien, sauf peut-être précisément la mauvaise intention au regard de la vérité. Mais enfin, il n'y a que sur la place, que sur le moment même d'Akhenaton, que la vérité se trouve. Donc, pas la preuve par la preuve. Ce que l'on peut tenir, ou ce par quoi la vérité se tiendrait, serait quelque chose comme la preuve par le mensonge sur la preuve. Quelque chose comme ça. Nous sommes obligés d'y passer. Ce baratin n'est pas futile, ce n'est pas du sophisme sans que ça adhère à la mondanité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une pratique. Nécessaire. Quand, par exemple,
devons faire avec la propagande. La propagande ne se lit pas seulement entre les lignes, elle se traduit, vérité, à l'envers de cela encore. Donc, ce dont nous traitons concernerait les citoyens du monde. On dit cela pour faire rire les citoyens du monde. Maintenant qu'on a bien rigolé, nous allons pouvoir prendre la question, les choses de leur départ. C'est-à-dire, enfin, d'un certain départ, d'un certain point qu'on note comme départ, peut-être un départ réel, à voir, en tout cas, a consisté de Moïse, par exemple, si on doit lui donner un nom. Et nous constatons ceci, c'est que, voilà Moïse, on a dit généralement que Moïse, c'était Moïse. Et puis, plus tard, on s'est dit que Moïse, c'était un proche d'Akhénaton, par exemple. C'était pas Moïse, c'était un proche d'Akhénaton. On a aussi dit, presque en même temps, que c'était un proche de Ramsès II, celui dont on parlait tout à l'heure, celui qui apparaît après Akhénaton et qui invente une certaine ordonnance de chiffres. Et on constate que ça ressemble à quelque chose qui prouverait que l'histoire n'est pas, enfin, était autre. Et puis, on a aussi dit, dans le fond, que Moïse, après que ce fut Moïse, ce fut un proche, on a dit que Moïse c'était un pharaon. Par exemple, le pharaon Amenmès. Il a écrit des choses à Élat, ça ferait une preuve. Enfin, généralement, ça ressemble à l'histoire du gars d'où l'histoire de Moïse. C'est-à-dire qu'on dit, ou on a dit tout, sauf, évidemment, que Moïse serait le pharaon Akhénaton.
dirait qu'on le cherche, parce que à dire tout sauf ça, ça en devient presque éclatant. Enfin, ça peut se dire avec quelques raisons, par un intermédiaire. Velikovsky. Simplement, si Akhenaton c'est Oedipe, alors ce que je dis, alors Moïse c'est un pharaon et Oedipe c'est Moïse. Ça s'écrirait comme ça. Rapidement écrit. Bien sûr, ça étonne, parce qu'on a passé assez de temps à n'en jamais parler, comme ça. Ça s'explique. L'histoire nous explique pourquoi on ne pouvait pas le dire, parce qu'on ne connaissait même pas Akhenaton. Et puis pour d'autres raisons. Nous poursuivons aujourd'hui la question de la façon par quelle perspective, perforation, par quelle perce la vérité passerait le mensonge. Enfin, on se roule bien dans le gadou. Ça a bien paru comme ça. On parle par exemple de l'Exode. J'ai déjà parlé de ce livre. Bonne référence. On voit même que le livre sur l'Égypte, à la période dite de l'Exode, que d'autres préfèrent à l'Exode, là il y aurait peut-être une invasion de tribus israélites. Tout à fait l'inverse. C'est dire que la chose est assez floue. D'autre part, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'en Égypte, ça n'allait pas toujours aussi bien que ce que l'on imagine de ce grand empire immobilisable. C'est-à-dire que, par exemple, si le temps va dans ce sens, enfin, avant cela, très peu de temps, quelques générations avant cet épisode, il y avait les Hyksos qui avaient conquis et occupé l'Égypte. Donc, tout n'allait pas toujours pour le mieux. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que les Égyptiens, peut-être pour ça qu'ils ont eu cette réputation d'avoir été aussi impériaux, confinant à l'éternité. Les Égyptiens, donc, avaient l'habitude, dans les épitaphes, de ne marquer que de la vie passée des dirigeants, les œuvres plaisantes, les réussites.
C'est-à-dire que l'histoire était toujours écrite de cette façon assez heureuse, en favorisant la bonne présentation de l'Égypte. Et c'est d'ailleurs un des points importants dans l'histoire, dans les phénomènes autour d'Akhenaton. C'est que le pharaon, on prétend, par après, mort à cette époque, est agonie, on vitupère sur son œuvre. Horeb s'en prive pas, il en rajouterait même. Or, ça se fait très rarement sur l'endroit d'un défunt en Égypte. Ça serait étonnant qu'il fût mort pour qu'on se permette, pour que Horeb se permette tout cela. C'est un petit signe, ça ne prouve pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, les Hyksos avaient été néanmoins refoulés. L'Égypte d'Amon s'était rétablie. Par la suite, Ramsès écrira cette histoire et on trouvera là cette preuve que cette histoire n'a pas été telle qu'elle était, si elle était telle que je le dis. Donc, nous sommes aujourd'hui sur la question d'examiner le jeu du mensonge et comment la vérité le perce. Il paraît que dans tel et tel pays, on évoque aujourd'hui, parmi les qualités de la démocratie, à exalter celle de la transparence. C'est-à-dire que nous sommes sur la question donc d'une vérité quotidienne. Comment un mensonge d'État peut-il faire preuve? Il se trouve que les États mentent un peu. Peut-être pour l'avantage de tout le monde, c'est entendu. Pour l'instant, et nous y reviendrons, qualifions deux distinctions. On pourrait dire comme ça. Qu'il existerait sur la base de la conquête de la vérité par la collectivité peut-être aussi par un individu dans le fait qu'il pense, qu'il parle, il pourrait y avoir ce qu'on appellerait un mensonge d'État. Et puis pourquoi pas l'État de mensonge. Ça pourrait faire deux choses différentes. Je n'en dis pas plus.
nous reviendrons simplement sur cette distinction. Mais on peut imaginer qu'il y aurait deux modes, deux options à établir sur le principe de la structure du signifiant en tant que constituant du mensonge. Petite évocation pour justifier cela, pour qu'on ait intérêt à simplement considérer cela. C'est que Oedipe, devant ces deux sphinges, selon une certaine histoire, doit ne poser qu'une question et à une seule. Il y en a une ou l'autre, une qui ment tout le temps et l'autre qui dit toujours la vérité. Mais comment savoir le chemin? Il y a une façon pour cela, un ordre logique, simplement que ça nous soutienne dans l'idée comme ça qu'il pourrait y avoir sur la base de la structure un choix, un vel, une partition, deux états. L'un, mensonge d'état, enfin qui se soutiendrait comme ça, et l'autre qui serait l'état du mensonge. Nous souvenant de cela, nous allons maintenant faire un petit exercice. Comment donc pouvons-nous imaginer ou concevoir d'exploiter et de déjouer le mensonge? Je vous l'ai dit, ce n'est pas sophistique pour le sophisme. Il ne s'agit pas de rester dans les cieux. C'est facile à écrire, voire à répéter. Ça peut agir comme les mensonges. On est très intéressé par cela. L'amour. Comment s'en soigner si jamais ça tournait mal? Alors donc, pour s'en tirer des mécroires à prévoir du mensonge, il faudrait donc apprêter la vérité par un traitement sur la preuve. Il faut donc traiter la preuve par après. C'est ce que nous allons voir maintenant. Faisons donc un exercice pratique.
Le mensonge, si c'est le fait, le mensonge prend ça et il rend ça, si on peut dire. Voilà, il le rend dans une coupelle que j'aurais voulu transparente. Je n'en avais pas. Quoi qu'il en soit, le mensonge ayant pris ça, il rend ceci. Seulement, c'est un procès subjectif, le mensonge. Et il est d'autant plus efficace qu'il laisse, qu'à de le dire, à papoter sur la preuve. C'est une espèce de pyramide, ça, si on peut dire quelque chose comme ça. Ça peut rester 2000 ans comme ça. Pour ceux que l'on appelle voleurs, alors qui sont forcément friands du mensonge, ils vont en tenter l'exercice en dérobant la chose. C'est ce qui est arrivé dans les pyramides. Et vous pouvez toujours y aller. Ils ont pillé le pli. C'est-à-dire que bientôt, il n'y a plus rien sous la coupe. Ça renforcera encore plus le mensonge, qui répondra aux faux menteurs de trouble. Justement, il n'y a plus rien. C'était bien la preuve qu'il y avait quelque chose. Ça peut donc rester 2000 ans comme ça. Et ça marche fort. Si vous ne me croyez pas, je vous le montrerai tout à l'heure. Fausse promesse. Quoi qu'il en soit, ce qui toujours se tient, s'obtient ici. C'est ce que l'on appelle un principe, ce qu'on appelle des objets. Avec quoi on voudrait tenir la vérité. Dans une vidéo appelée « La fonction de l'organe », j'ai explicité comment nous tenions nos corps, ce principe des objets. Il s'agit de ça. Ainsi donc, autre solution, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur ce fait où il s'agirait de résoudre du mensonge. Puisque donc le mensonge est un procès subjectif, on peut donc, imaginons, ce que j'ai appelé apprêter la preuve. On peut donc escamoter la vérité et attendre
Ça s'est vu dans l'histoire, peut-être. Parce que le mensonge, peut-être que dans sa structure, il a quelque sorte d'impatience, et il en viendrait à tirer du pari, enfin, d'opérer comme ça de sa fonction du pot. On sait bien, puisque ça marche, même sans rien, on l'a vu tout à l'heure, ça marchait fort, d'autant plus fort. Alors, voyez-le, le mensonge comme ça. Rouge de honte, avec tous ces signes blancs, qui sont autant de ces racontards, de ces ondits, qui pustulent, qui fourmillent sur le mensonge. Voyez, Moïse c'est Moïse, Moïse c'est un proche, Moïse c'est Ramsès II, un proche de Ramsès II c'est un tel, Amenmès et ainsi de suite. Voilà le mensonge. Or, ce qui nous intéresse, c'est donc d'en sortir la vérité. Y a-t-il quelque chose là-dessous? S'il n'y a rien, est-ce que ça prouverait qu'il y aurait eu quelque chose? Ce que j'ai appelé apprêter la preuve s'agit comme l'effet d'un bon copain. Parce que avec Akhénaton, il s'agissait de la vie, et après sa vie, enfin, Pergélamon, voire Ramsès et autres auraient très bien pu faire cela. Alors un bon copain qui apporte par-dessus la preuve. Velikovski, Thésée. Eh bien, ceci, sur cela, ça fait un progrès. Il faut me croire. Si Thésée avait dit que Akhénaton était vivant sur le Sinaï, on aurait très rapidement eu cela et quelques autres solutions. Ça aurait été complètement terne, très objectif sans doute. Nous avons là une autre dimension, une autre structure. Il faut me croire. Cette théorie a été produite, les éléments, toutes les pièces de cette théorie ont été produites dans Amoa. J'ai tenté ici de vous en faire la démonstration, l'exemple, la manie. Nous allons en dire un peu plus aujourd'hui. Sous le titre de la circonstance occidentale. Nous allons voir tout ce que cela déploie et comment cela nous intéresse aujourd'hui. Donc, voici, si on peut dire, le discours entendu de Freud. C'est le discours de Freud avec ses arguments, son contexte, et qui dit Moïse a été assassiné sur le Sinaï. Ça a une fonction très importante, ça
ça obtient le complexe de culpabilité. Enfin, il le dit ainsi, la preuve, c'est qu'il n'y est plus. Comme si, n'est-ce pas, ça sidérait la preuve qu'il aurait été assassiné. La preuve, on ne trouve nullement sa trace, nulle part, ni d'Akhenaton au demeurant, ni de tel ou tel autre. Alors, autant dire que ceci fait la preuve qu'il s'agissait d'un grand homme. Voilà de croire au grand homme. Seulement, il y a la combine avec Thésée et Velikovski qui vient et qui dit ta. Vous voyez, c'est Oedipe. Ça n'a pas tellement de raison de déranger les susceptibilités. Parce que dans le fond, en revenir sur la question du grand homme, eh bien, c'est laisser aux cieux notre Père. Ça ne le touche pas, ça le renforcerait presque. Donc il n'y a pas d'atteinte à la religion. D'autre part, faut-il croire que ça serait susceptible de blesser d'autres susceptibilités, celles concernant ses origines de Moïse, le peuple hébreu, tout ça. Comme si ça froisserait que Moïse fût égyptien. Mais je connais des Égyptiens qui sont juifs. Pourquoi pas? C'est pas... Au demeurant, aujourd'hui, on envisage même qu'Akhenaton fut un négro. Donc que chacun garde ses croyances sur ces points-là. Rien n'est changé, rien n'est affecté. Simplement, ça a un certain intérêt pour le scientifique, pour le sociologue, d'accommoder, de disposer intelligemment la question, telle question, qui est celle-ci, de faire le partage, de situer à quel moment entre en jeu la question de la structure familiale et de la structure nationale. Par exemple, je l'évoque simplement ici, rappelant ce schéma du mensonge d'État et de l'État de mensonge, cette opposition correspond à ce matériel que nous pourrons éclairer
concernant la structure de la famille et la structure de la nation, du nationalisme. Ça passera au demeurant par ceci. C'est de pouvoir admettre que Aménophis IV, c'est-à-dire le fils d'Aménophis III, c'est-à-dire Akhénaton Moïse Oedipe, aurait lui-même, d'une certaine façon, pu montrer, témoigner de l'évolution de sa propre psychologie selon différentes étapes, d'Aménophis IV à Akhénaton, instruit par quelques conjonctions au point d'être désignable comme Moïse et d'évoluer encore de là, sous le titre, jusqu'au titre à ce moment-là de Oedipe. Voir qu'il évolua encore, ceci est évoqué à la fin de colonne et laisse le mystère entier. Donc, processus de maturation. Jusqu'à présent, nous avons parlé essentiellement ici de la question de la fin de Moïse. Alors, voyons ce qu'il en serait de ses origines, du début. Nous allons voir que Moïse, et Freud le savait cela, il le note, que Moïse se prévaut d'une certaine manière, nous allons voir comment, d'une histoire que l'on trouve étrangement semblable, enfin il s'en prévaudrait donc, de quelque chose qui viendrait de Babylone. Sargon. Mettons qu'il s'agisse comme ça, de Babylone. Roi d'Akkad, fondateur de la Babylonie, unificateur des différentes villes de la Mésopotamie. Et nous savons, enfin nous pouvons supposer, avec Velikovsky, pour expliquer pour donner raison à ce que l'on puisse traiter, considérer la question des origines de Moïse comme dépendante de la question de l'histoire de Sargon, avec Velikovsky, donc, nous pouvons supposer que, enfin, quelque part en Égypte, il se trouve comme ça, que Aménophis IV, jeune homme, venant d'Égypte, aurait passé une certaine période de son adolescence, de sa jeunesse, vers la Babylonie. Ça se pourrait très bien, il y avait des coutumes, nous y reviendrons, qui s'appelaient celles du forestage. Quelque chose de similaire. Enfin, ça donnerait tout à fait raison, enfin, c'est l'hypothèse de Velikovsky, que selon, au demeurant, le schéma d'Oedipe, que cet Aménophis IV fut revenu en Égypte, à Amarna, pour construire, enfin, d'abord à Thèbes, puis à Amarna, mais prendre le nom à ce moment-là d'Akhénaton.
ce voyage est-il réel ou pas? Nous prendrions pour cela leçon des mythologiens. Il n'est pas nécessaire qu'il fût réel. Cependant, ce serait fort intéressant que nous puissions nous assurer, en effet, de cette vicissitude du corps. Quoi qu'il en soit, ce que nous savons, c'est que le Sargon de 2500 avant Jésus-Christ. Enfin, il y eut par exemple plus tard, vers 1750, avant Jésus-Christ, Hammurabi. Une sorte de démocratie avec Hammurabi. Des stèles déposées en plusieurs exemplaires, enfin déposées dans les différentes cités de la Babylonie, avec un code civil. Et Hammurabi recevant une sorte d'initiation à sa capacité d'être empereur, chef d'État, initiation donc par Shamash, un dieu solaire. Quoi qu'il en soit, cette démocratie dure très peu de temps, mais Akhenaton enfin serait là donc vers les années 1350. Il y avait encore le souvenir, enfin. Akhenaton serait donc revenu en Égypte pour prendre un nouveau nom. Il aurait pu y apprendre donc certaines choses là-bas, dans le pays que l'on suppose être celui de sa mère, où l'inceste avait valeur d'État, valeur sacrée. Il est possible qu'ici, sur le trajet du retour, dans le Sinaï, pourquoi pas, qu'il ait rencontré quelques peuplades. Enfin, on dit que Moïse a aussi été donc marié sur la montagne à la fille de chef hébreu. En tout cas, c'est lorsque Akhenaton va de nouveau sortir d'Égypte pour à ce moment-là, après qu'il fait Ménophis IV, puis Akhenaton porter le nom de Moïse, c'est à ce moment-là qu'il prendrait sa référence et qu'il se désignerait Akhenaton, originé de Sargon. Or, ce que l'on retrouve donc comme déclaration attribuée à Sargon, mais bien avant la période d'Hammurabi, néanmoins. Sargon aurait donc laissé le motif qui dirait ceci: je suis Sargon, le roi puissant, le roi d'Akkad. Ma mère était une grande prêtresse. Retenons ça parce que nous parlerons tout à l'heure de ces grandes prêtresses, de ce que l'on peut y comprendre, l'évocation de périodes, si on peut dire, là, l'on va même référer à 5000 ans avant Jésus-Christ.
parce qu'avant, nous avons ce qu'on appelle le néolithique. Il y avait des grandes prêtresses. Et à l'époque, les enfants ne connaissaient pas leur père, dit-on. Enfin, les pères étaient sur la montagne. Alors Sargon écrit: Ouadaka, ma mère était une grande prêtresse, mon père je ne le connais pas. Les frères de mon père campent dans la montagne. C'est la description c'est la topographie néolithique. Ma ville natale est Azupiranu, elle est située sur les bords de l'Euphrate. Ma mère, la grande prêtresse, me conçut et me mit au monde en secret. Elle me déposa dans une corbeille de jonc, dont elle ferma l'ouverture avec du bitume. Elle me jeta dans le fleuve, sans que j'en puisse sortir. Le fleuve me porta, il m'emporta jusque chez Aki, le puiseur d'eau. On pourrait presque croire qu'il a été porté très très loin, pendant très longtemps, puisque sur les bords du Nil, on l'avait retrouvé dans son petit berceau goudronné. Il nous faut revenir sur une petite évocation, comme suspension ici, d'une vidéo précédente appelée Démocratie, où l'on retrouvera que quelque chose était illustré, était théorisé de la structure d'Athènes comme ceci, où il y avait ici Thésée et la Crète, Délos et Apollon, et ici Athènes, avec Socrate. Occasion, circonstance donc de la Grèce, de 1000 avant Jésus-Christ à moins 400, à 400 avant Jésus-Christ. Cette boucle a été détaillée, pesée, mesurée dans la vidéo appelée Démocratie. C'est celle-ci que nous retrouvons là, c'est-à-dire ce point-ci correspondant au point de Moïse à Akhénaton, comme de la Crète à Délos, pour que nous puissions donc dessiner que Moïse d'Égypte par le Sinaï en moins 1350, constitué par une certaine structure que le pèlerinage à Délos soutient, rapporte, soutient, constitué donc en moins 1000 par la Ligue de Délos, Délos ici, la Crète par là, Athènes, avec Socrate, Platon pour témoin. Ceci laisse donc une série de compartiments où nous trouvons ici le Sinaï, après l'Égypte et la Babylonie, le Sinaï et ce qu'on appellerait Athènes. La vidéo Démocratie rapportait que ce destin se poursuivait jusqu'à être repris. Voici le moment, on dirait 0 de Jésus-Christ, lycée, c'est-à-dire repris à Rome. Ce vaste ensemble que je simplifierai maintenant de cette façon, ne laissant
pour notre compréhension, pour saisir notre attention, que ces quatre termes, Babylonie, Égypte, Sinaï, Athènes, Rome, ce vaste ensemble décrit donc une sorte de chemin retourné sur lui-même, opérant d'une certaine manière selon une sorte de structure de boucle, de nuage, et découpant dans l'espace des zones qualifiables pour en produire encore l'exercice. Rejouons-le dans le dessin. Voici donc Babylone. Akhenaton, qui revient séparant Babylone, qui revient en Égypte, séparé de Babylone, pour s'en détourner par le Sinaï et prolonger son influence à travers Athènes jusqu'à Rome. Qu'éprouvons-nous sur cet exercice? Tout d'abord, un certain effet de confusion de la vue. Il s'agit d'un nœud, sans doute ici un nœud qui ne tient pas. Il faudrait, pourquoi pas, modifier un des passages. En tout cas, nœud séparant, isolant, opposant des espaces. Et je vous indique tout de suite que par exemple, cette opposition entre le mensonge d'état et l'état de mensonge peut très bien s'opérer, se distribuer dans ces espaces, voire ces volumes, évoqués par Lévy, Amado, Valency, volume d'histoire, tandis que, en fait, il y a fiction d'isolement et de séparation. Néanmoins, le dessin peut les opposer et nous en prendrons l'avantage d'appeler ici des notions extrêmement contemporaines qui font appel à la question du rapport sexuel. Quel est le rapport entre B et E? Est-ce incroyable de traiter ces lettres de la sorte? Peut-être pas,
En tout cas, ça nous donne quelques références ou quelques échos avec ce qui aujourd'hui tente de se traiter comme question d'une union entre l'Orient et l'Occident. Cette union planétaire pourrait s'éclairer de ce qu'on appelle la structure du rapport sexuel. Qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que c'était opérant, justement. D'autre part, deuxième contribution, si on peut dire, qu'apporte l'exercice de ce nouage, c'est que ça nous indiquerait, pour ceux qui s'intéressent à la théorie des nœuds, or, il s'agit de quelque chose d'important, cette théorie, qui est susceptible de prendre une place, pourquoi pas centrale, ou une parmi les places prédominantes dans la physique contemporaine. Théorie de l'espace, sur la théorie des nœuds. Eh bien, si un nœud peut être qualifié, par exemple, en ce moment, jusqu'à présent, les mathématiciens, les topologues ont pu qualifier un nœud selon des critères qu'on appelle invariants, c'est-à-dire, par exemple, les invariants numériques, le nombre de croisements. 1, 2, 3, 4. Ce 4 serait l'invariant numérique de ce nœud. Il y a aussi des invariants algébriques. D'autres, appelés des invariants géométriques. Il paraît que, en tout cas, les nœuds tiennent encore dans l'espace 3. C'est-à-dire que dans l'espace 4, aucun nœud ne serait irréductible. Quoi qu'il en soit, ça nous donnerait cette touche-là d'indication à ce matériau que la mathématique ou la théorie des nœuds gagnerait de l'avantage à comporter parmi ces invariants quelques notions de temps, la temporalité. Et ceci correspond à une logique qui est au départ du propos et du discours de Jacques Lacan. De cette façon, nous pourrions suggérer que ce dessin irait comme un gant, si ce n'est un doigt, pour indiquer une sorte de topique de l'Occident, topique de la civilisation. Qu'est-ce qui va se passer après Rome, Jésus-Christ? Eh bien, la République, qui est ici suspendue, va de nouveau l'être avec l'Empire, et présentons-le comme ça, jusque de l'an 0 jusqu'au moment, si on peut dire d'un autre zéro, d'une espèce de passe, ici c'est le chiffre, ici d'une espèce de passe par la Renaissance. On ne l'appelait pas, avant que le zéro fût de la Renaissance, on l'appelait JC, simplement. Et puis, en 1600, nous sommes à cette époque,
pour attendre encore à peu près 2 siècles pour que la République réapparaisse, ressurgisse. Voici donc un vaste système. Le détail de sa constitution le porte à disposer de grands avantages, à comprendre, à ordonner quelque chose de notre compréhension de notre état présent. Seulement, nous avons aussi les preuves que le moindre progrès, par exemple celui d'avoir eu les pièces correspondant à la vie d'Akhénaton, de Néfertiti, les pièces archéologiques, ce petit progrès apporte des avantages de la sorte de ces conquêtes d'un sommet qui nous découvre à chaque fois un espace plus vaste. Voici ce qu'on en gagne de ce petit acquis, simplement le nom connu. À partir de ce siècle, le nom connu d'Akhénaton. C'est beaucoup plus vaste pour la compréhension aussi. C'est pour cela que maintenant, nous allons avancer. Nous allons découvrir ce panorama, le détailler. Mais ce sera toujours, voire de plus en plus, sur le ton de l'hypothèse, forcément, de la recherche. Nous allons aborder 3 de ces perspectives plus larges, plus vastes, que découvre l'opération que nous avons faite ici. La première de ces perspectives concerne le zéro, l'arithmétique. Nous avons vu plusieurs fois, en comparant par exemple la République de Platon et les écrits de Lacan, la caverne et le schéma optique, que concernant le zéro, quelque chose, ici ça sera notre première perspective, quelque chose est en gésine ici, puisque Platon dit que la République s'effondre du fait qu'il manque à savoir compter pertinemment, intelligemment. La deuxième perspective concernera la religion, l'État, peut-être la sociologie, en tout cas le père ou le patronyme. Pour ceci, c'est que Rome, c'est tout de même à partir du moment où la religion prend le relais de la République, cette religion est celle du Père, qui est aux cieux, etc. Donc, cette seconde perspective traitera du Père selon ceci que c'est la réinjection du Sinaï sur
l'avatar d'Athènes qui opère cette forme d'État. Renouage du Sinaï et d'Athènes, qui avaient été séparés au point que les Égyptiens, Créon, le clergé d'Amon, auraient voulu faire tout ignorer de ce fil de Moïse à Oedipe. Ils auraient voulu arrêter le moment d'Oedipe à ce niveau-là. C'est ce que l'on comprend en lisant Oedipe à Colonne. Mais ça s'est poursuivi. Pour qu'on le retrouve, qu'on le sache, aujourd'hui, il s'agissait ici du mensonge. Nous en avons apporté assez de matériaux pour qu'on puisse y comprendre quelque chose, par exemple au début de ce propos. La troisième perspective ouverte, c'est ceci. C'est que on dit qu'encore faut-il, que l'on cherche le fil de l'histoire, le fil d'Ariane. C'est pas mal de trouver le fil, celui qui conduit de l'homme au singe, par exemple, ou bien le fil de la République, pour trouver ses origines. Trouver le fil, c'est pas mal, mais ce que ceci montre, c'est que non seulement, on ne ferait pas grand-chose du fil comme ça, il faut aussi savoir que ce fil se noue. Comment, c'est pas le fil de la vérité, mais c'est comment le fil tresse, voire serre la vérité. Alors ce fil, une fois qu'on en a vu le tour, alors il nous mène avec beaucoup de profit à ce qu'on pourrait appeler ses origines, c'est-à-dire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, pour être les 5000, le néolithique. Et ce sera notre troisième perspective. Il s'agissait ici du chiffre, ici du père, mettons qu'ici il s'agira de la mère, voire de l'inceste. Il n'y avait pas encore l'inceste n'était pas tabou au moment du néolithique. Enfin, simplement pour les dates, 5000, l'Égypte sans doute à 3000 avant Jésus-Christ, 2005 Sargon, 1750 Hammurapi, 1350 avant Jésus-Christ c'est Akhénaton, 1000 c'est Athènes, jusqu'à 400 avant Jésus-Christ c'est le début de la République romaine, au moins 500, 400 c'est la fin d'Athènes. Ici, cette année originaire, la fin de la République, le début de l'Empire, la Renaissance ici. Nos trois perspectives, nous parlions de la première, celle du chiffre, et bien justement, en voici pas mal d'étalés de chiffres. Et nous repérons encore celui-ci, donc 1789, mais marquons celui-ci, la Renaissance, nous avons annoncé 1600. Eh bien, sur ce schéma, ce serait intéressant